c'est très à la mode. Bah oui, mais là aussi, il y a des réglementations en matière d'hygiène, de sécurité. Donc il y a la DDPP, la Direction de protection des populations. Il y a le permis d'exploitation. Si vous voulez vendre de la bière, si vous voulez vendre de l'alcool, bah, toutes ces activités sont réglementées. Donc il faut bien penser que quand vous allez vous lancer dans votre projet, quelles sont les règles que je vais devoir respecter. Parce que des fois, ces règles, elles ont un impact sur la structure juridique ou surtout sur le financement. Donc c'est bien à prendre en compte dès le début, ces histoires de réglementation. Il faut bien penser. Il y a l'idée, ça il faut pas avoir de limite, il faut se lâcher sur l'idée. Bon, mais il y a un moment, la réalité doit prendre le pas. C'est-à-dire qu'en fait, on doit aller voir, se renseigner, quelles sont les règles que je vais devoir respecter. Parce que derrière, un chef d'entreprise, sa principale mission, c'est de gérer. Voilà. Dans l'artisanat, nous avons un stage obligatoire en termes de gestion. Ce qu'on appelle le stage de préparation à l'installation. C'est-à-dire que si vous voulez créer dans l'artisanat, eh bien, il faudra faire un stage de création d'entreprise. Chez nous, ça dure 4 jours et demi. Hein. Oui, voilà, c'est très court. Voilà. C'est une Nadège, formation accélérée. De la BG en fait voilà, aussi. Quoi, donc il y a l'équivalence, il n'y a pas de souci. Hein. Mais vous allez apprendre un autre métier, celui de chef d'entreprise. On va vous demander des connaissances en matière de juridique. Vous créez une entreprise, ben oui, mais c'est quoi du point de vue de la loi ? Alors, c'est important de connaître, mais on peut aussi se faire accompagner. On n'est pas obligé de tout maîtriser en sûr. tant que chef d'entreprise. Il y a les cabinets d'expertise comptable, les banquiers. Exactement. Voilà. C'est important aussi l'entourage. Petite précision, on a aujourd'hui beaucoup de micro-entrepreneurs et justement les micro-entrepreneurs n'ont pas besoin d'avoir un expert comptable. C'est un des avantages de ce système, mais ça ne les dispense pas de comprendre et d'être soumis aux mêmes règles que les autres entreprises. Et oui. Voilà. Alors, on reste un petit peu sur la formalisation avant de donner la parole à Franck et à Christine. Donc, il y a ces stages. On a parfois l'impression que c'est compliqué, tout ce qui est formalité administrative. Finalement, c'est pas le plus important. C'est quoi le plus important ? Est-ce que cette étude de marché est indispensable ou est-ce qu'on peut s'en passer si on est sûr de soi, de son idée ? Enfin, quel est le bon processus ou est-ce que finalement, à chaque cas, il y a un processus particulier? Alors effectivement, le point commun à toutes les activités, c'est que la formalité administrative, c'est vraiment la dernière démarche qu'on va faire. Donc on s'occupe pas de ça dans un premier temps. Une des premières vraiment démarches qui va être importante, c'est aussi de se poser la question de la clientèle. Voilà, j'ai envie de proposer quelque chose, un produit, un service, mais à qui je vais le proposer? Et souvent, on entend, je vais le proposer à tout le monde. Tout le monde, par définition, c'est pas possible, ça n'existe pas. Donc on va vous obliger, entre guillemets, à réfléchir à ce positionnement-là et dire ma clientèle, elle va être plutôt des particuliers, plutôt des professionnels, plutôt des collectivités. Déjà, voilà, c'est déjà plus tout le monde, j'ai déjà 3 catégories. Puis à l'intérieur de ça, j'ai peut-être encore d'autres questions à poser. Enfin, Christine pourra en témoigner aussi. Mais ça, c'est le cœur du sujet. Pas de clients, pas d'entreprise. Et on aura beau avoir plein de sous, avoir un super statut juridique, ça ne donnera pas de la viabilité de votre entreprise. Donc ça, c'est vraiment le cœur du sujet, du fondamental. Donc voilà, quand on me pose cette question effectivement d'étude de marché qui est obligatoire, c'est pas au sens obligatoire, au sens réglementaire, mais c'est du bon sens de se poser cette question-là et de dire est-ce qu'il y aura des clients sur ce que je vais proposer, sur ce que j'ai envie de vendre et de proposer autour de moi. Sachant que cette étude de marché, on peut la faire de différentes façons. Alors bien sûr, il y a différentes choses, il y a des points communs entre un artisan, un commerçant, un prestataire de service. On va regarder la concurrence, on va regarder l'environnement du marché, est-ce que c'est un secteur qui est porteur ou pas. Mais effectivement, après, il y a des subtilités. Un artisan, moi je ne vais pas conseiller un artisan par exemple de faire un sondage dans la rue, ça n'a pas de sens. Par contre, je vais plutôt lui conseiller d'aller s'appuyer sur des partenaires avec lesquels il va peut-être travailler. Si je prends un exemple tout bête, un plombier, il va peut-être pouvoir travailler avec un maçon, avec un électricien, il va peut-être travailler avec un maître d'œuvre. Donc on va déjà faire un peu le tour déjà de son réseau. Est-ce qu'il connaît déjà des gens dans ce type d'activité-là et sur lequel il va pouvoir s'appuyer pour démarrer son activité et se faire connaître. Et à l'inverse, un commerçant, on va faire d'une autre manière. Donc voilà, on va faire du sur-mesure aussi en fonction des secteurs d'activité, mais l'étude de marché avant tout, si je veux être simple et rapide et efficace, c'est avant tout du bon sens et de la curiosité et de la persévérance. Voilà. C'est une première entrée en matière, je dirais, avant de lancer l'activité de manière officielle, c'est de vous tester aussi, est-ce que je suis capable d'aller chercher de l'information, est-ce que je suis capable d'aller chercher des contacts. Si on a déjà des difficultés à faire ça avant de démarrer l'activité, c'est pas le numéro SIRET qui changera grand-chose. Donc c'est vrai que c'est une première façon de tester un peu sa façon de mener un peu les choses.
Merci beaucoup. Est-ce que, Franck, Christine, vous vous reconnaissez déjà juste dans ce passage entre l'idée et les premiers contacts est-ce que vous avez comme ça fait appel à la Chambre de métier et de l'artisanat, à la boutique de gestion? On le suppose puisque vous êtes là. Mais juste, voilà, comment est-ce que vous vous reconnaissez comme ça ce parcours type? Oui, moi je me reconnais bien dans ce que vient de dire Nadège, parce que du coup, je pense qu'on a besoin d'être accompagné au démarrage de cette aventure. C'est quand même quelque chose, c'est un grand bond en avant, surtout quand on commence seul, on ne sait pas trop où on va, comment gérer, comment s'organiser pour monter son entreprise, par quoi on commence, est-ce qu'il faut immatriculer, est-ce que voilà, enfin, il y a plein de questions. Et il me semble important d'être accompagné, oui, tout au moins au démarrage. Donc oui. vous avez frappé à la porte de la BGE. De la BGE. D'accord, on va revenir après sur la suite. Franck, vous saviez qu'il fallait aller à la Chambre de métier pour cette activité-là? Au départ, non, moi ça a été un petit peu différent. Quand j'ai arrêté ma carrière, c'est vrai qu'une carrière de coureur cycliste, on est assisté, on n'a pas grand-chose à faire. Et quand je me suis retrouvé dans la vie de tous les jours, j'étais un petit peu paumé. Et c'est vrai que ça a été, on va dire, la facilité de continuer dans le milieu du vélo. Et la chance que j'avais, c'est d'avoir un très grand copain à moi qui a 3 magasins de vélo. Donc ça, c'est la force du réseau, hein, on voilà, l'évoquait. Hein. C'est exactement ça. Donc lui, il m'a mis un petit peu sur le cheminement déjà pour trouver la structure et trouver surtout avec quelle marque travailler. D'accord. Donc le réseau, une connaissance comme ça. Et ensuite, est-ce qu'on peut revenir, bon, on va rester avec Franck, sur le grand saut. Quelles ont été les étapes? Les étapes, ça a été déjà de trouver la marque. Donc une fois que je me suis déplacé directement chez le PDG de la marque pour discuter un petit peu du potentiel qu'il pouvait y avoir sur Cholet. Parce que moi, de mon côté, je ne voulais pas faire quelque chose autre part qu'à Cholet. Je savais que j'avais mon nom qui pouvait apporter quelque chose, donc il est hors de question que j'aille autre part. Donc on a fait une première débauche avec le PDG de chez Giant, savoir un petit peu le chiffre d'affaires que je devais faire pour pouvoir m'en sortir. Et ensuite après, j'ai été voir la Chambre des métiers. D'accord. Et du coup, là, ça a été plutôt accablé par le poids de tout ce à quoi il fallait penser, ou vous êtes ressorti motivé? Ça s'est passé comment? Non, parce que on est super bien entouré quand on va voir la Chambre des métiers, on est tout de suite bien dirigé. J'ai vu M. Bellet dans un premier temps et qui ensuite m'a dirigé vers M. Benjamin, qui m'a accompagné pendant tout le long du projet. Ça a pris combien de temps jusqu'au moment de l'ouverture, le moment de l'immatriculation? Au départ, que j'ai commencé tout au début de mon projet jusqu'à la concrétisation, il y a eu pratiquement 1 an et demi quand même. Ouais, c'est la moyenne en termes de délai, 1 an et demi. Il n'y a pas de règle? Il n'y a pas de règle. On dit souvent en moyenne autour de 9 mois. C'est un peu symbolique. C'est un bébé, ouais. Mais il y a bien sûr des projets qui nécessitent plus de réflexion parce qu'il y a des contraintes diverses et variées. Mmh. Donc entre l'idée effectivement et la concrétisation, c'est souvent les délais qu'on peut reconnaître. Ouais, on peut difficilement faire moins. Aujourd'hui, vous en êtes où? On est ouvert depuis le 1er octobre, et puis c'est une nouvelle vie qui commence. J'avais un petit peu l'appréhension, moi qui étais toujours sur mon vélo au grand air, j'avais un peu l'appréhension de me retrouver entre 4 murs. Et puis franchement, non, ça se passe super bien. J'ai l'impression même un petit peu de me retrouver quand j'étais à mon activité professionnelle avant. Je revois du monde, je côtoie du monde, je revois des personnes qui me suivaient pendant ma carrière, et c'est vraiment chaleureux. Ouais, et alors on précise que vous avez effectivement un salarié? J'ai un salarié, comme disait M. Bellet tout à l'heure. Pour la partie réparation. La première fois que j'ai vu M. Bellet, il m'avait fait comprendre que pour ouvrir mon entreprise, il faut absolument avoir les compétences nécessaires. Et donc, comme je n'avais pas de diplôme, j'étais dans un premier temps obligé d'avoir un salarié. Alors, on a entendu, donc il y a des grands bonheurs, le fait de se sentir comme ça proche de ce produit que vous connaissez bien, une forme de liberté aussi? C'est clair que d'avoir eu sa liberté pendant 20 ans, d'être son propre patron, de partir à l'entraînement quand on veut, faire un petit peu ce qu'on veut, il était hors de question que je sois autre pratiquement que mon propre patron par la suite. Donc finalement, ça, ce sont les très bons côtés. Et voilà, c'est un petit peu la liberté d'être... c'est la liberté, on va dire, du patron, de pouvoir gérer son entreprise, de faire un petit peu ce que bon lui semble. Alors, ça, ce sont les bons côtés, mais il faut quand même bien connaître les contraintes. C'est quoi les contraintes pour vous aujourd'hui, avec quelques mois de recul? Les contraintes, c'est les paperasses. Voilà, la règle on des croule 3 un petit peu sous les papiers.
c'est tout ce qui est législation et tout, enfin c'est assez contraignant quand même. D'accord, donc ça, cette partie, il faut quand même bien l'avoir en tête. Voilà. C'est pas juste un détail. C'est des heures, on fait des heures, on s'occupe de nos papiers, et voilà. Mais quand on aime son métier, en règle générale, ça se passe bien. Ok, merci beaucoup Franck, on reviendra vers vous tout à l'heure. Alors Christine, vous, ce qui est intéressant aussi, c'est que vous avez presque inventé votre métier avec cette activité professionnelle. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce qui se cache derrière la marque que vous avez créée, Coaching CE? C'est quoi? Alors, Coaching CE, c'est un cabinet d'accompagnement pour les comités d'entreprise sur leur partie fonctionnement, c'est-à-dire économique et sociale. Donc, je suis dans les relations sociales. Ma particularité, en fait, c'est que j'accompagne cette instance, le comité d'entreprise, mais j'intègre la partie donc, des élus, bien évidemment, les représentants du personnel, mais également le chef d'entreprise, qui est le président de l'instance. Et à ma connaissance, à ce jour, c'est quelque chose que personne n'a vraiment pris, parce que c'est un petit peu, forcément, ça sort des sentiers battus un peu, et c'est voilà. Vous avez réussi à vous mettre comme ça sur un endroit, ce qu'on appelle une niche, en tout Absolument. Cas, oui, j'ai une niche. Alors, comment ça s'est passé entre le moment où vous étiez salarié? Oui, j'étais salariée, et puis les dernières années de ma carrière, j'étais dans le transport pendant de nombreuses années, et j'ai été élue du personnel les 10 dernières années, à des gros mandats, des postes, pour ceux qui connaissent, de postes de secrétaire, comité d'entreprise et comité central d'entreprise. Et ça a été une révélation pour moi, en fait. Ça a été vraiment une révélation, et je me suis dit, si j'ai quelque chose à faire, il faut que je reste dans cette activité, mais comment? Parce que bon, c'est pas un métier pour dire. Donc, comment le faire? Je me suis fait accompagner aussi par la BGE, justement, parce que là, c'était un projet un peu atypique. Et, oui, c'est ça n'existe pas. Vous n'avez pas de référence pour voir la concurrence, pas de référence, etc. Ça, vous ne pouvez Il y a des choses qui existent, mais qui ne sont pas, je dirais, dans les valeurs que j'avance. Donc, il fallait que je me fasse aider, accompagner pour ce projet. Donc, je me suis rapprochée auprès de la BGE. Et du coup, ça m'a beaucoup, beaucoup aidée. Vraiment. Alors, ensuite, pour savoir si ce service allait pouvoir concerner et intéresser des clients, vous avez fait comment? Alors, je suis partie quand même avec un réseau que j'avais auparavant. Donc là, on revient sur cette force et cette importance du réseau quand même dans les deux cas. Oui, tout à fait. Ça, c'est vrai que c'est presque obligatoire d'avoir quand même un réseau autour de soi, mais on peut se le créer aussi. Et puis, de toute façon, un réseau, ça évolue toujours. Donc, c'est toujours du travail. Mais oui. Donc, du coup, avec ce réseau, ça m'a permis de préparer tout mon projet, savoir connaître mes cibles, savoir comment aller les voir, parce que ça, c'était assez particulier. Mais bon, non, ça s'est fait tranquillement, mais... Vous avez passé des heures, vous avez fait comment? Vous faisiez des listes, vous travailliez le soir? Comment vous avez fait? Ah ben oui, j'ai travaillé quand même, c'est pas venu tout seul. Mais du coup, oui, il faut prendre le temps. Je pense qu'il faut quand même, par rapport à ce qu'on entend, il faut quand même prendre son temps. Oui. Rien ne sert de se bousculer parce que du coup on loupe certaines choses. Il faut prendre du temps et puis s'entourer de personnes qui puissent nous accompagner et nous aider sur la partie, que ce soit au niveau d'une production par exemple, ou sur la partie gestion, pour avoir plus d'éléments et surtout bien après créer son idée, son projet de façon viable. Par rapport au bon côté d'abord, qu'est-ce qui vous, aujourd'hui, avec quelques mois de recul, qu'est-ce qui vous plaît le plus dans ce nouveau mode de vie, dans ce nouveau statut? Bien, moi j'aime bien les challenges, donc du coup là je suis sur vraiment un vrai challenge. Et j'aime prendre un peu de risque aussi, ça c'est vrai. Oui, il y a cette part de risque dans toute création d'entreprise. Oui, il y a une petite part de risque quand même, mais c'est vrai qu'on a, comme le disait Franck, une grande liberté. Une grande liberté. Disons qu'on s'organise, on se gère, c'est assez... Et puis, c'est notre bébé, donc du coup, le travail est là, mais on compte pas ses heures, comme je pourrais dire, c'est ça qui est très confortable. C'est un autre mode de fonctionnement. Un petit point de vigilance peut-être, quelque chose auquel vous ne vous attendiez pas, ou en tout cas qui vous pose un peu problème, qui vous agace pour ma part, en l'occurrence, ça a été un petit peu la solitude. Ah
Ah, d'accord. Voilà, parce que j'ai toujours travaillé en collectif avec beaucoup de gens autour de moi. Et du coup, se retrouver toute seule, c'est vrai que ça a été un petit peu compliqué quelquefois à gérer. Donc c'est pour ça qu'il est important d'avoir du réseau ou des gens qui nous accompagnent pour pouvoir voilà. Vous rejoindre d'autres réseaux, Oui. parce qu'il en existe beaucoup sur le territoire pour les créateurs. Sur la solitude du chef d'entreprise, alors il faut savoir qu'il y a l'accompagnement avant la création, donc pour amener à la création, mais il y a aussi la possibilité d'être suivi après la création. Voilà, nous on fait ça notamment à la Chambre de métier, donc en fait on peut vous suivre, je dirais, jusqu'à 3 ans après votre création. Donc en fait vous ne restez pas seul. Et puis il y a aussi le fait des réseaux d'entreprise, vous avez des associations de chefs d'entreprise. Vous en avez une sur le Cholet qui s'appelle l'ASEC, Oui. qui se réunit régulièrement, où là ce sont des chefs d'entreprise qui se réunissent autour d'un thème, et puis après on mange un morceau, un sandwich, hein, c'est très convivial, et vous rencontrez d'autres chefs d'entreprise, il y a un partage d'expérience. Parce qu'en fait, en devenant chef d'entreprise, donc vous êtes libre, vous faites un peu ce que vous voulez, entre guillemets, je dis bien entre guillemets, mais vous apercevez que vous changez, parce qu'en fait, vos discussions, vous commencez à avoir des discussions de chefs d'entreprise. Il n'y a rien de péjoratif là-dedans. Cécile, tu le sais bien, toi tu es passé par là aussi. Ah oui, mon mari me dit toujours, tu peux pas comprendre, tu es plus salarié. Voilà, c'est ça. Et des fois, le chef d'entreprise, il a besoin de parler. Voilà. Donc, et il faut que ça sorte. Donc, ne restez pas seul non plus de ce côté-là. Voilà, donc se faire accompagner, le réseau, prendre son temps. On va prendre le temps aussi. Je précise juste une chose, oui. C'est gratuit l'accompagnement. Oui, voilà, mais c'est vrai que ça c'est important. On n'ose pas toujours, mais c'est gratuit totalement. Nous, on reçoit les gens, soit on a des réunions collectives, hein, c'est libre, sans engagement, il n'y a rien, ou alors on peut même avoir des entretiens individuels. Et les accompagnements que nous proposons, le seul engagement, il est moral. C'est-à-dire qu'en fait, vous vous engagez à travailler avec nous, c'est tout. Si vous voulez arrêter, vous arrêtez. Mais bon, il n'y a pas de mauvais point, il n'y a pas de bon point. Hein. C'est vous qui êtes maître de votre destin. Oh, c'est beau. Je propose qu'on s'arrête sur cette phrase maintenant, sur cette première partie, et vous donnez la parole. Nous avons des étudiantes et étudiants, je crois, étudiantes du lycée Europe qui sont présentes. Bienvenue. Merci d'être là pour passer les micros. Donc l'idée, c'est de lever la main pour qu'on vous identifie, et surtout, n'hésitez pas, hein, profitez-en, c'est vraiment l'occasion pour poser vos questions. Éventuellement même apporter un commentaire ou une réaction sur ce qu'on a pu se dire ou tout ce que vous vous demandez sur la création d'entreprise. Profitez-en. À moins qu'on ait tout dit, hein, parce qu'on est. C'est la première question qui est difficile. Ouais, voilà. Non, mais n'hésitez pas. En fait, il n'y a pas de mauvaises questions, hein, surtout sur ce sujet. C'est vraiment, on en a souvent beaucoup. Oui, on vient vers vous, s'il vous plaît. Là, le monsieur au 3e rang. Bonjour. Bonjour messieurs, dames. Donc je m'appelle Philippe, je suis menuisier ébéniste. Ma question était, est-ce que le statut ou la création entreprise par entre entrepreneurs peut être un bon test pour tester son activité? En auto-entrepreneur, avant de vraiment oui, avoir voilà, une structure... parce que pour ma part, voilà, c'est manque de confiance en moi et peut-être de me rassurer en y allant plus à tâtons, voilà. Alors, je vais vous dire tout de suite, oui. Et ça, je ne veux pas dire que c'est une spécificité choletaise, mais par rapport aux statistiques que je peux avoir sur le Maine-et-Loire, moi, à Cholet, j'ai beaucoup de micro-entrepreneurs qui commencent comme ça, justement pour se mettre le pied à l'étrier et qui, après, reviennent me voir parce que ça marche trop bien et qu'il faut changer de régime fiscal et social parce qu'ils vont dépasser le plafond. Voilà. C'est plutôt une bonne nouvelle. C'est plutôt une bonne nouvelle. Et donc, je vous dirais oui, pour tester son activité, alors il faut quand même faire très attention dans certaines activités où vous avez de l'investissement. Alors, je suis désolé de rentrer dans le domaine technique très vite. Il ne faut pas oublier que le micro-entrepreneur, il y a certaines contraintes, notamment vous ne récupérez pas la TVA, vos charges ne sont pas déduites, vous êtes taxé sur votre chiffre d'affaires. Donc, mais si vous démarrez avec peu d'investissement, je dis oui, pourquoi pas, allez-y, testez, vous prenez peu de risques. Oui, le seul risque finalement, c'est de dépasser ce seuil maximum de chiffre d'affaires. Donc, comme vous dites, c'est l'idéal pour commencer. Moi, je me souviens, il y a 2 ans, le témoin qu'on avait là, Monsieur Mazon, qui lui était venu me voir, donc dans son métier, je lui avais dit attention, très bien, vous démarrez en micro, mais vu votre activité, il était chaudronnier, hein, vous allez très très vite dépasser. Il me dit oui, mais bon.
ça n'a pas loupé, 4 mois plus tard, il revenait me voir, au secours, je dépasse le chiffre d'affaires. Voilà. Mais au moins, ça lui a mis le pied à l'étrier. Ça permet de se mettre en confiance. Alors, toutes ces questions de statut juridique, c'est vrai que ça peut être effrayant au début. Vous êtes aussi là pour démystifier les choses. Oui, tout à fait. Pour essayer d'expliquer comment ça se passe. Il faut y penser. On ne peut pas faire l'impasse sur la réglementation juridique, les histoires de structures juridiques, donc entreprises individuelles, sociétés, les régimes fiscaux, sociaux, c'est-à-dire la position de l'entreprise par rapport à l'impôt. Oui, parce que si vous venez chef d'entreprise, vous devenez aussi percepteur, hein, parce que c'est un peu ça. Et puis les cotisations sociales. Parler un peu du RSI, qui est un peu un grand épouvantail. Ça, c'est le mot qui fait rêver. Hein, vraiment, voilà. Ça commence comme rêve, d'ailleurs, RSI. Exactement. Si je peux compléter sur cette notion de statut, ce qui est important, c'est que vous compreniez bien quel choix vous faites et qu'on ne vous dise pas il faut que tu ailles là-dedans, il faut que tu fasses ça parce que moi j'ai fait ça et c'est super. Oui. Un choix de statut, c'est extrêmement personnel parce que c'est lié à votre projet, certes, mais c'est lié aussi à votre situation personnelle. Et vous pouvez avoir un projet identique au vôtre, vécu par un de vos proches, etc. Mais pour autant, sa situation n'est pas la même. Donc ce qui est important, c'est, certes, effectivement, j'ai plusieurs options qui s'offrent à moi, mais j'ai compris le choix que je fais et les conséquences qu'il peuvent y avoir derrière et éventuellement une évolution vers un autre statut. Mais ce qui est important, c'est ça, c'est de bien comprendre ce qui se passe aujourd'hui en 2017, parce que voilà. Et puis les choses évoluent beaucoup. Dans 6 mois, ça changera peut-être. Voilà. Ça a été difficile pour vous deux, le choix du statut, ou finalement c'est anecdotique par rapport au reste du projet? Pour ma part, ça a été relativement facile parce que j'avais aussi un souci au niveau de la crédibilité de l'entreprise. Donc mon choix s'est plutôt porté sur une SARL plutôt que de partir en auto-entrepreneur. Mmh. D'accord, donc ça peut justifier le choix. Et pour vous, Franck? Non, moi c'était la même chose. Vu le chiffre d'affaires que je dois faire, normalement je partais automatiquement avec une SARL. Ok, ouais, donc voilà. Donc c'est vrai que c'est du cas par cas, hein. Là encore, on est sur chaque situation. Avez-vous des questions? Oui. Oui, j'ai une autre question, oui, un allez-y. petit peu différente. Vis-à-vis du choix, le code APE dans le secteur, parce que moi j'aurais aimé faire aussi du conseil en aménagement, décoration. Est-ce que c'est nous qui faisons le choix du code, oui, ou alors... On va redire ce que c'est, le code APE quand même, pour les personnes qui ne savent pas. Chaque activité, il y a une norme française qui donne des codes aux activités. En fonction de votre activité, il y a des codes. Donc lorsque vous vous immatriculez, c'est-à-dire que lorsque vous créez votre entreprise officiellement, donc auprès d'un CFE, Centre de formalité d'entreprise, soit à la Chambre de commerce, soit à la Chambre de métier, ou soit à l'URSSAF, on va vous demander quelle est votre activité. Et dans un premier temps, on va vous attribuer un code, l'activité principale. Alors, retenez bien ce mot, principal. Oui. C'est-à-dire qu'à un moment, il faut bien vous mettre dans une catégorie, parce que vous pouvez avoir plusieurs activités, comme vous le... Voilà, monsieur. Mais il faut une catégorie principale qui va... Nous, on fait une proposition de code, et derrière, l'INSEE va vous attribuer le code définitif que vous recevrez par courrier. Et ça a un impact quand même non négligeable, puisque lorsque vous allez avoir l'assureur, pour vous assurer, parce qu'il va falloir bien vous assurer, il va regarder ce code APE et il va aussi déterminer votre cotisation en fonction de ce code, dans le sens où lui il a des statistiques en fonction des activités où la prime d'assurance n'est pas la même, notamment pour toutes les activités liées au bâtiment. Donc il n'y a aucun problème pour... Par exemple, vous venez nous voir pour vous dire voilà, je m'installe en menuiserie et à côté de ça, je fais du conseil, de la déco. Moi, je n'ai pas de limite. Je peux mettre 50 activités si vous voulez, ça sera le même prix pour vous. Hein. Mais moi, il me faudra simplement une activité principale. Et derrière, vous mettez 36 activités. Moi, j'ai eu des gens qui posaient du placo, qui animaient des soirées dansantes et qui vendaient des pizzas. Ça pose aucun problème. C'est quand même super fort. Ah oui, mais bon, ça arrive. Donc on peut être presque tenté de choisir... Celle qui coûtera le moins cher en termes d'assurance. Ah, est-ce qu'on peut tricher? Voilà. Après, il y a cette question d'assurance, là, il faudra négocier avec votre assureur. Voilà. En fait, tous négocient. Hein, parce que plus vous prendrez d'activité, plus votre assureur, il n'est pas fou, il va augmenter la prime. Voilà. Mais j'insiste, il faudra bien que le centre de formalité qui va recueillir votre formation, que sur votre
soit votre extrait cabis, soit votre extrait répertoire des métiers, les activités soient bien précisées. Pour la simple et bonne raison que si vous faites une activité, même si vous êtes assuré... Est-ce qu'on peut monter, s'il vous plaît, en régie, le son, Nicolas? Allô? Est-ce qu'on peut monter un peu, parce que certaines personnes... J'ai pas trop de voix, je suis désolé. On est au max? Okay. Donc, vous pouvez avoir des activités sur lesquelles vous êtes assuré, mais si vous ne les avez pas déclarées chez nous, bah, je dirais, c'est comme conduire sans permis. On ne vous a jamais demandé votre permis quand vous achetez une voiture. C'est-à-dire qu'il faut absolument que si vous faites une activité, elle doit être officiellement inscrite pour que vous soyez dans la légalité. Voilà. Voilà, Merci. donc pensez bien à tout noter. Avez-vous d'autres questions ou témoignages peut-être, hein, je ne sais pas. N'hésitez vraiment pas, hein, ça peut servir, en fait, vos questions peuvent servir aussi aux autres. Donc, Je vais rappeler simplement, donc, on est sur le même site à Cholet, donc au 34 rue Nationale, hein, que ce soit la Maison de la Création, la BG, la Chambre de Commerce ou la Chambre de Métier, hein, on est dans le même espace, hein, pas dans le même bâtiment, mais ça c'est dans la même cour, ça pose pas de problème. Simplement rappeler que pour ceux qui sont intéressés par la micro-entreprise, il y a 2 ateliers qui vont se dérouler cet après-midi à 15h, il y en a un, et demain à 14h. Donc c'est des ateliers conjointement animés par la Chambre de Métier et la Chambre de Commerce. Ça dure une demi-heure, c'est dans le pavillon juste en face. Et là, vous pourrez rencontrer, pareil, des professionnels qui pourront répondre à vos questions, quoi. Et c'est d'ailleurs dans ce pavillon que vous pouvez aussi aller aujourd'hui, Tout à juste fait. après, là, vraiment poser des questions. On a des conseillers qui sont là pour personnalisés, répondre à hein. vos questions, quoi. Ouais, parce que c'est vrai que comme on l'a dit, c'est du cas par cas, donc c'est vrai que chacun a certainement envie aussi de présenter son projet, son idée pour aller plus loin. Ce que je vous propose, c'est un dernier mot de nos témoins. Un souhait, vos envies, comment vous vous voyez dans 5 ans, en projection, en vision d'entrepreneur? Dans l'idéal, hein, parce que... Dans 5 ans, Ouais. comme toute entreprise, c'est que ça marche, et pour pouvoir faire vivre déjà ma famille, mon employé, et pourquoi pas avoir 2 ou 3 autres employés. Eh ben voilà, donc des embauches. Voilà. Bon, bah, c'est ce qu'on vous souhaite. Alors, on est encore en janvier, on peut encore se faire des vœux. Christine? Bah, écoutez, la même chose, hein, on a toujours envie que l'entreprise progresse, hein, ça c'est un vrai souhait forcément. Mais ce que je voudrais dire, c'est que du coup, pour tous ceux qui ont des petits doutes ou qui ne savent pas trop encore, la peur de franchir le cap, c'est quand même une belle aventure. Et quand on a vraiment un projet, je dirais, dans les tripes, je pense qu'il faut y aller. Et voilà. Bon, bah super, merci à tous les deux en tout cas de ce message positif, merci de votre présence, merci Nadège et Marc, vous restez sur le Carrefour, donc n'hésitez pas, merci à vous d'avoir participé, d'être restés malgré le manque de chaleur. Prochain rendez-vous avec le soleil, il fera plus chaud cet après-midi à 14h15, on parlera de mobilité, d'évolution professionnelle, du conseil en évolution professionnelle. Voilà, si vous avez envie de changer de vie, ça peut aussi être une table ronde intéressante avec des moyens, des outils, etc. et des financements. Et puis demain, 5 tables rondes au programme. Vous avez le programme sur la porte en sortant et bien sûr sur le site internet du Carrefour. Merci. On peut applaudir nos intervenants et vous applaudir aussi en vous remerciant de votre présence. Très bonne journée à toutes et à tous. C'est bizarre, hein. Au début on était bien, on était... Oh purée, ouais, on a tous remis. Ce qui s'est passé là, mais... Ouais, désolé. Enfin, j'y suis pour rien, mais quand même, je sens qu'il y a du monde qui arrive.